éveillé, explicité de l'essentiel, se manifestant dans la conscience, par l'effet de stimulation déclenché par une grande œuvre de poésie ou de musique chez l'individu. Il a souligné cela, entre autres aussi, dans sa conférence faite en juin 1935 à Paris, au congrès antifasciste pour la défense de la culture, où il était le principal participant de la délégation des Allemands antifascistes exilés avec Bertolt Brecht et Anna Segers. Or, force est de constater que les réflexions blockiennes sur l'esthétique musicale, sur le contenu expressif de la musique, commencent bien plus tôt, c'est-à-dire avec la publication de l'Esprit de l'Utopie en 1918, dont le chapitre central est une philosophie de la musique, qui est pour ainsi dire la meilleure attestation de la pensée du jeune bloc, qui résiste encore au marxisme, et qui est fortement influencé par l'expressionnisme, et même par des courants de pensée idéalistes et mystiques. C'est comme je l'ai souligné entre autres dans ma biographie d'Ernst Bloch, une approche encore assez subjectiviste de la question de l'origine et de la structure des œuvres musicales et de leur structure sonore spécifique. Ernst Bloch s'efforce d'appréhender l'essence du langage musical à partir du son et du mélos, c'est-à-dire à partir de ce que chante en nous-mêmes, en s'extériorisant, à partir de notre intériorité, notre âme, vers les formes musicales extérieures, comme une flamme qui jaillit de nous, le son entendu. Cette contribution à l'histoire de la musique, au sens où l'entend Bloch, se distingue donc de tout autre traité de musicologie ou d'histoire de la musique, par son caractère essayiste et par la volonté affichée dès les premières pages de cet ouvrage de placer l'expressivité subjective des grandes œuvres musicales et la théorie des structures expressives de la musique comme extériorisation d'une volonté musicale subjective au centre même d'une théorie de la genèse des œuvres musicales. Certes, Ernst Bloch n'est pas complètement indifférent à l'aspect du contexte sociologique de la genèse des œuvres, mais précisément, à la différence d'Adorno, l'objectif que Bloch s'est fixé dans ce livre, réédité en 1923, n'est pas du tout d'écrire une quelconque sociologie de la musique, d'un point de vue matérialiste, mais plutôt l'esquisse de l'évolution historique des diverses figures d'objectivation de cette subjectivité créatrice utopique dans les œuvres musicales. Ce qui nous conduit à affirmer, par exemple, par rapport à la musique classique allemande, que chez Mozart s'objective le moi, je cite, chez Mozart s'objective le moi temporel, chez Bach le moi spirituel. C'est donc chez Mozart le moi luciférien encore court du temporel. Et chez Bach, c'est le moi chrétien du spirituel. Le moi que la pensée protestante plus proche et plus subjective rend accessible. De la bonté ou de l'Adam sauvé, c'est illuminé de l'intérieur. L'élan de la volonté chrétienne d'agir en ce sens que la musique de Bach cherche à exprimer l'effort de l'âme vers son salut, les degrés de l'amour et de l'espérance, derrière lequel s'élèvent les trois formes vives supérieures, les degrés de la foi, de l'illumination et de l'apocalypse, au sein d'une phénoménologie religieuse non pas plus sublime, mais plus difficile et plus définitive. Et on voit bien donc dans cette philosophie de la musique qui n'hésite pas à s'exprimer volontairement en des termes religieux, mais le son c'est l'élément élémentaire et fondamental de toute construction musicale. Le son n'est plus considéré comme un simple matériau mesurable sur l'échelle des fréquences, mais comme un phénomène expressif et constructif de tout premier ordre. Car pour devenir musical, il en est réduit au rang de celui qui s'en empare et s'en sert, pareil aux ombres qui renseignèrent Ulysse, dit
dit Bloch, entre autres. Donc, par ailleurs, tous les développements et réflexions consacrés par Ernst Bloch à l'histoire de la musique et à la genèse de ces figures expressives d'objectivation restrictive. Du chant grégorien jusqu'à la musique romantique de Wagner, des madrigaux de la Renaissance jusqu'aux grandes symphonies de Beethoven, de Bruckner et de Gustav Mahler, ne servent en dernière analyse de démonstration pour l'hypothèse, déjà exprimée au début de ce chapitre, que la musique est l'unique théurgie subjective qui nous amène dans la chaude et profonde retraite ancestrale du monde intérieur, où seule une lumière brille encore au sein de l'obscurité trouble. Mieux, d'où seule peut encore venir la lueur qui doit mettre fin à la confusion, à la stérile puissance de l'existant pur et simple, retraite profonde et ancestrale qui devrait se confondre au jour du jugement dernier avec le royaume des cieux. Donc, nul doute que Bloch a pris volontairement le risque. Voilà, c'était une citation de l'esprit de l'utopie, du grand chapitre philosophie de la musique, l'esprit de l'utopie. Vous avez vu, l'esprit de l'expressionnisme, c'est présent, très présent. Donc, nul doute que Bloch a pris volontairement le risque, par l'exposition et la défense de cette théorie de la subjectivité intérieure expressive se transformant en extériorité, s'objectivant dans les formes musicales respectives. Il a pris le risque de défier non seulement la musicologie officielle, méfiante à l'égard d'une telle métaphysique de l'histoire de la musique, mais aussi toutes les approches sociologiques modernes, mettant l'accent sur les homologies entre les structures sociales existantes et les structures des œuvres musicales. Un fossé théorique énorme sépare donc l'esthétique du jeune Bloch de l'esthétique d'Adorno, se comprenant avant tout comme une sociologie matérialiste de la musique, qui, diminuant au strict minimum le facteur subjectif dans le processus de genèse des œuvres musicales, se situera pratiquement aux antipodes de l'approche blochienne, pouvant pourtant réclamer pour elle-même une plus grande fidélité à l'égard de la théorie marxiste. Il est évident que cette faiblesse théorique relative de Bloch, marquant sa première esthétique de jeunesse, celle de l'esprit d'utopie, a limité l'impact et le rayonnement de cette philosophie de la musique, en laissant l'avantage aux théoriciens de Francfort, qui se sont donné, eux, des instruments conceptuels beaucoup plus affinés pour saisir les figures de la modernité musicale, dans le cadre d'une esthétique beaucoup plus sociologique que philosophique. Mais même si Bloch fait plutôt figure de solitaire, ici, par l'aveu de ces liens non encore réellement démentis avec l'idéalisme, le romantisme et la mystique, mais aussi avec l'expressionnisme, il semble pouvoir nous séduire quand même par l'authenticité et l'humanité d'un discours sur le langage musical qui, au-delà des critiques légitimes de la musicologie professionnelle, atteste une sensibilité unique pour l'expressivité du langage musical, qui n'est pas simplement réductible à des formalisations ou des explications à partir de l'évolution du matériau musical. Et c'est seulement sur ce terrain-là que Bloch sera en mesure de l'emporter sur ses concurrents. Or, ce qui unit la philosophie de la musique, de l'esprit de l'utopie, avec le principe espérance, la grande trilogie philosophique composée par Ernst Bloch pendant son exil américain entre 1938 et 1945, c'est que Bloch reprend et rediscute les principaux concepts et thèmes de son premier grand livre, qui commence précisément par toute une série de réflexions consacrées au son, der Ton, le son, l'élément constructeur élémentaire de toute œuvre musicale, est pour Bloch quelque chose qui se rattache non pas exclusivement à un moi, maintenant, mais simultanément à un moi et à un nous. Donc ça, la différence entre la philosophie de la musique de l'esprit d'utopie et la philosophie de la musique du tome 3 du principe espérance. Voilà. Donc également le chapitre consacré donc à la philosophie de la musique est le chapitre central de ce troisième volume de la trilogie. Donc le son, affirme Bloch, exprime aussi ce qui est encore muet dans l'homme lui-même.
Il évoque à ce propos une source mystérieuse qui jaillit et bouillonne du désir que l'on a d'être soi-même. Désir inquiet qui ici s'écoute. Donc, aspiration qui prend forme, agitation en soi qui se fait sonore, en tant que mélodie qui s'étire solitaire ou s'entrelace avec d'autres, mais figure toujours des traits humains visibles. C'est donc un bonheur d'aveugle qui s'ébauche ici. En deçà de tout, comme au-delà des choses telles qu'elles existent. Ernst Bloch identifie donc volontairement dans son esquisse d'une philosophie de la musique, donc son, mélodie, mélos et chant. Et le chant est même défini à un endroit précis du chapitre intitulé « Le franchissement et le monde le plus intensément humain qui soit dans la musique », donc dans le célèbre chapitre 51 du tome 3 du Principe Espérance, il est identifié à un cri extériorisant une pulsion. Donc, il évite de dire libido, donc évidemment, il a lu Freud, et notamment l'interprétation des rêves de Freud a été très importante, évidemment, pour une réception, une réception importante aussi chez Bloch. Donc, selon Ernst Bloch, l'origine de la musique se situe historiquement dans l'Antiquité grecque, au moment précis où le son de la flûte de Pan, de la flûte champêtre, était censé parvenir aux oreilles de la femme aimée, aussi éloignée qu'elle fût. Ainsi, je cite, la musique commence-t-elle par être nostalgique et fait ses débuts comme appel lancé à l'adresse de ce qui manque. En bref, la flûte de Pan est, souligne Ernst Bloch, l'ancêtre de l'orgue. Elle est le berceau de la musique, comprise comme expression de l'humain, comme rêve, souhait sonore. Or, pour justifier cette théorie de l'origine de la musique, Ernst Bloch ne s'appuie non pas sur les travaux des sociologues ou des musicologues de son époque. Il s'appuie sur une fable racontée par Ovide dans les Métamorphoses, selon laquelle la flûte naquit en Arcadie, au moment précis où Pan s'amusait à courir après les nymphes et se mit à poursuivre Syrinx. En coupant un roseau en plusieurs morceaux, Pan aurait tenté d'imiter les sons du vent qui soufflait, et ainsi seraient nés les débuts modestes et riches des suites de l'expression humaine qu'est la musique. Ainsi donc, toujours, selon Ernst Bloch, ce qui se situe de l'autre côté de la frontière est saisi dans une plainte, regagné dans une consolation. La nymphe disparue survit sous forme de son. En lui, elle se part, s'apprête, fait retenir son absence. Et avec cette théorie aussi originelle que controversée, les origines de la musique, Ernst Bloch ignore évidemment toutes les théories musicologiques, sociologiques et matérialistes de son époque, qui s'efforçaient d'expliquer l'origine de la musique, par exemple par le chant collectif, par le travail sur les chants, donc par un rapport originaire au travail, engendrant le rythme des premiers chants, ou bien par la nécessité éprouvée par l'homme religieux d'accompagner le culte des dieux, ou des dieux, donc par des récitations exprimées dans le langage musical, donc créer les liturgies, diverses liturgies, etc. Mais il reste malgré tout toujours assez réceptif à l'égard des réflexions concernant la musique et son essence consacrée par Hegel dans son esthétique à la musique et ses contenus de vérité. En bref, dans ce chapitre très important du tome 3e du Principe Espérance, Ernst Bloch déploie donc non seulement une théorie subjectiviste, idéaliste, romantique, expressionniste et même partiellement toujours mystique de la musique, qui n'est pas dépourvue de certaines ressemblances avec l'esthétique du jeune Lukács, notamment le Lukács des âmes et des formes, mais il y esquisse aussi, en ce qui concerne par exemple le problème du son, une théorie du manque, du désir, de la transcendance, qui excelle par son originalité. Donc, pour vous donner un exemple, je vais citer un passus de page 176 du tome 3e du Principe Espérance, où Bloch affirme, je cite, quelque chose manque. Et c'est ce manque que le son, tout au moins, exprime clairement.
Il a lui-même quelque chose d'obscur et d'inassouvi. Il flotte et s'étire. Il ne s'arrête pas à un lieu fixe comme le fait la couleur. Pourtant, si le son ne se laisse pas définir dans l'espace, il se laisse d'autant plus nettement situer dans le temps, dans la mesure, dans le chant, qui suit une certaine direction. Et ainsi, les figures décidées de l'inquiétude se traduisent-elles dans des formes musicales sur la teneur desquelles on ne saurait se méprendre. Ce sont les figures bien reconnaissables des franchisseurs de frontières. Fin de citation. Donc, en ce qui concerne le désir, Bloch va même jusqu'à évoquer, par exemple, chez Hector Berlioz, à savoir dans la symphonie fantastique, la présence d'un désir érotique incoercissible, puisque, je cite, les figures des grands franchisseurs de frontières, et Berlioz est incontestablement classé parmi eux par Ernst Bloch, ont tout en elles un ferment d'une intensité particulièrement utopique. Par exemple, la nymphe Syrinx, sous les traits d'une jeune fille, est le thème fondamental de la symphonie fantastique dont elle traverse les 5 mouvements. Stella, c'est l'être dont l'absence est déplorée, bien qu'elle soit toujours musicalement présente, au milieu des grimaces, du glas des bacchanales, de la parodie du dies irae sur laquelle s'achève la symphonie fantastique. Alors peut-être on pourrait écouter un petit extrait, justement peut-être ce dies irae, à la fin de s'achève cette symphonie fantastique d'Hector Berlioz.